Connaissez-vous le Cheikh Yassine? C'est le fondateur du Hamas, cette organisation islamiste qui fait beaucoup parler d'elle, notamment depuis le 7 octobre 2023. Dans cette vidéo, je souhaitais partager avec vous la biographie d'un homme qui a façonné d'une certaine manière ce qui est en train de diviser les sociétés aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai jamais hésité, depuis toujours, à considérer cette organisation islamiste, en l'occurrence le Hamas, comme un groupe terroriste qui n'a absolument rien à envier à ceux qui nous menacent habituellement. Bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous dire quelques mots en préambule. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mohamed Sifawi, je travaille notamment sur les questions d'islamisme et du monde arabo-musulman. J'ai créé cette chaîne au mois de juillet dernier pour partager avec vous mon expérience, les valeurs que je défends et mes connaissances au sujet de phénomènes complexes que nos sociétés ne comprennent pas toujours. Je parle de tout ce qui a un lien avec l'islam politique. En 5 mois, vous avez été plusieurs dizaines de milliers à regarder cette chaîne. Je vous en remercie. Et vous êtes désormais plus de 8000 abonnés. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous demande de vous abonner dès à présent pour suivre mes prochaines publications, mes prochaines vidéos, car en 2024, je vais passer à une autre étape puisque je compte développer cette chaîne et l'amener vers d'autres plateformes pour réaliser de nouveaux projets notamment. Je vous en parlerai dans quelques semaines. Revenons maintenant au cœur de notre sujet. Le Cheikh Ahmed Yassine est né en 1936 près d'Ashkelon, dans un territoire qui fait désormais partie de l'État d'Israël. Sa famille, de petits agriculteurs, était obligée de se déplacer en 1948 vers la bande de Gaza en raison de la guerre israélo-arabe qui a eu lieu au lendemain de la création de l'État hébreu. Ahmed Yassine, qui avait perdu son père alors qu'il avait à peine 3 ans, a vécu orphelin, élevé par sa mère, au milieu de nombreux frères et sœurs. Les premières années de sa vie furent émaillées du contexte local. Régulièrement, des heurts et des affrontements avaient lieu à l'époque entre Arabes et Juifs ou Arabes et Britanniques. Ces 12 premières années furent déterminantes dans sa construction, à l'évidence, car le sentiment anti-juif, mais aussi anti-occidental, était largement répandu à l'époque. Durant son adolescence, dans les années 50, les frères musulmans, nés en Égypte 20 ans plus tôt, étaient très actifs dans la bande de Gaza. Le jeune garçon, très pieux, fréquentait la mosquée et suivait avec intérêt les discours des prêcheurs égyptiens qui venaient propager la parole frériste à la population de Gaza. Voilà pourquoi l'idéologie islamiste est ancrée véritablement dans cette région frontalière de l'Égypte. Après avoir été lui-même formé à l'idéologie des frères musulmans, le Cheikh Yassine devient très tôt prédicateur malgré un handicap assez lourd intervenu à la suite d'un accident qui le rendra quadriplégique en juillet 1952 alors qu'il n'est âgé que de 16 ans. C'est durant cette même année 1952 que les officiers libres renversent le roi Farouk en Égypte. Les frères musulmans, utilisés d'abord par les militaires égyptiens pour susciter l'adhésion des masses populaires, sont très vite écartés par la suite par des officiers qui furent pourtant, pour certains d'entre eux, des adeptes de la confrérie. La répression qui a visé les frères musulmans en Égypte s'était poursuivie à Gaza, poussant certaines figures locales du mouvement à choisir l'exil. Ahmed Yassine sera le seul rescapé en raison notamment de son jeune âge. C'est en 1955, alors qu'il a à peine 19 ans, qu'il décide d'adhérer officiellement à la confrérie. Bien que pénalisé par son handicap, Ahmed Yassine termine ses études secondaires en 1958, à l'âge de 22 ans. Il sera nommé le 4 octobre de la même année instituteur dans une école primaire à Gaza. Comme la plupart des idéologues des frères musulmans, cette profession, la profession d'enseignant, est très prisée parce qu'elle met en contact avec l'enfance.
Or, la jeunesse représente la cible préférée des prédicateurs islamistes, notamment les frères musulmans, qui ont pour stratégie d'investir le temps long et de réislamiser la société par le bas, en endoctrinant à la fois les couches populaires et les plus jeunes, et en recrutant notamment dans les milieux étudiants. C'est ce qu'il fera lui-même en misant sur le temps long. Au début des années 60, le jeune prédicateur décide de se marier. Il aura 10 enfants, 3 garçons et 7 filles. Au fil des années, son aura ne cessait de grandir, d'abord dans les principaux quartiers de Gaza City, ensuite progressivement dans l'ensemble de ce territoire. Il ira jusqu'à faire construire sa propre mosquée grâce à des dons afin de s'éloigner des lieux de culte importants qui étaient sous la surveillance du pouvoir égyptien qui administrait Gaza à l'époque. Il est important de souligner le fait que les frères musulmans gazaouis étaient automatiquement tributaires de la situation de leurs homologues égyptiens. À chaque fois que le régime de Nasser lançait une vague d'arrestations contre les frères, celle-ci se poursuivait donc dans la bande de Gaza. Durant ces mêmes années 1960, Ahmed Yassine est connu comme prédicateur musulman s'occupant de l'éducation et de l'instruction des enfants et de la jeunesse de Gaza. Personne ne prend conscience de l'influence qu'il ne cesse d'avoir, notamment sur cette jeunesse palestinienne. Le jeune homme, à ce moment-là, à peine trentenaire, se déplace en chaise roulante, comme je l'ai dit, il ne paye pas de mine, et pourtant, selon les circonstances et les sujets, tantôt il l'anesthésie, tantôt il galvanise les foules, parfois il les subjugue même, dès qu'il commence à parler. Les jeunes Palestiniens venaient, durant les années 60 et les années 70, de toute la bande de Gaza pour écouter ses prêches et ses recommandations. Mais en vérité, le parcours du Cheikh Yassine va connaître une nouvelle dimension au lendemain de la guerre des 6 jours, en 1967. Son activisme deviendra de plus en plus visible. Cet épisode est essentiel à comprendre pour cerner à la fois l'évolution de l'islam politique dans la bande de Gaza, mais aussi la légitimation du projet islamiste au détriment du discours nationaliste, bien au-delà d'ailleurs du conflit israélo-palestinien. Le discours nationaliste, je le rappelle, était incarné jusque-là par le président égyptien Jamal Abdel Nasser. Dans les mois qui ont précédé ce nouveau conflit, les tensions entre Israël et ses voisins arabes s'étaient intensifiées. Elles étaient même à leur paroxysme, marquées par des affrontements frontaliers et une rhétorique hostile. La propagande égyptienne jurerait par exemple que l'armée de Nasser marcherait dans les rues de Tel Aviv sous peu. En mai 1967, l'Égypte décide de déplacer les troupes dans le Sinaï et de fermer les détroits de Tiran à la navigation israélienne, ce qui a été perçu par Israël comme un casus belli. L'état-major et le renseignement savent qu'une attaque est imminente. Ils décident donc de convaincre leur gouvernement d'attaquer en premier. C'est ainsi que le 5 juin 1967, Israël lance une attaque préventive massive contre l'Égypte, détruisant la majorité de son aviation au sol. La Jordanie et la Syrie, alliées de l'Égypte à l'époque, ont ensuite attaqué Israël, mais ils ont subi, à leur tour, de lourdes pertes. En 6 jours, Israël a remporté une victoire écrasante, capturant la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï, la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et le plateau du Golan, qui appartient à la Syrie. Cette victoire israélienne est vécue véritablement comme une humiliation dans les capitales arabes. Israël décide de tripler donc sa superficie, acquérant de nouveaux territoires stratégiques et accroissant ainsi sa profondeur de sécurité. La guerre a entraîné un déplacement important de population, notamment des Palestiniens, exacerbant la crise des réfugiés et les tensions dans la région. En somme, la guerre des 6 jours fut non seulement un moment charnière de l'histoire du Moyen-Orient, marquant à la fois une victoire militaire décisive pour Israël, mais aussi une transformation profonde des réalités géopolitiques de la région, en plus d'une victoire psychologique qui continue à ce jour de laisser des traces. Un État né à peine 20 ans plus tôt avait réussi, oui, à humilier les armées arabes. De plus, le Golan, une partie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza,
tout comme Jérusalem-Est, furent annexés par l'État hébreu qui a élargi ainsi sa surface stratégique. Mais au-delà de tout, c'est d'une part la crédibilité du président égyptien qui fut entamée et plus largement celle du projet nationaliste qui vit son aura diminuer considérablement au profit évidemment du projet islamiste. La rue qui jusque-là adulait Nasser et son discours enflammé a commencé à se tourner vers le discours propagé dans les mosquées, notamment par les frères musulmans. Ces derniers tenaient leur revanche. Lors des périodes de répression, outre la torture et la détention, ils firent l'objet d'une propagande égyptienne qui les présentait comme des agents de l'Amérique. Ce n'était pas totalement faux puisque nous savons que dès les années 50, les frères musulmans étaient reçus de façon assez régulière par les autorités américaines. Ils étaient reçus à Washington, y compris dans le bureau ovale. En 1953, le président Eisenhower, en effet, reçut à la Maison-Blanche une délégation des frères, à leur tête Saïd Ramadan, le gendre de Hassan al-Banna et père des fumeux et fameux Tariq et Hani Ramadan. Ramadan était chargé à l'époque des relations extérieures de la confrérie et multipliait les contacts avec les gouvernements occidentaux hostiles à Nasser. Il fut l'un des précurseurs dans la diffusion de l'islam politique, d'abord en Allemagne et en Suisse, ensuite en Grande-Bretagne et en France, avec le soutien de certaines monarchies du Golfe. Le Qatar mit à disposition de cette figure des frères musulmans une villa au bord du lac Léman pour qu'il puisse s'y installer, ainsi que sa famille, et évidemment, il sera largement financé pour mener à bien son projet. Quoi qu'il en soit, la défaite arabe de 1967, qui fut d'abord celle de Nasser et du nationalisme, a profité aux tenants de l'islamisme, c'est ce qu'il faut garder en tête. C'est ce que répétera d'ailleurs désormais Ahmed Yassine et tous les leaders du mouvement national palestinien, qu'ils soient nationalistes ou islamistes. Tous répétaient l'antienne selon laquelle leur cause a été trahie par les régimes arabo-musulmans. À partir de 1967, un facteur peu étudié a surgi. La question palestinienne, jusque-là présentée comme un sujet arabe, s'est autonomisée pour devenir une question strictement palestinienne. Cela s'est traduit dans les faits par l'émergence d'un nouveau discours et d'une nouvelle approche, mais aussi d'une nouvelle génération qui permettait aux différents leaders palestiniens de ne voir que leurs seuls intérêts. Cette réorientation dans les mentalités allait servir considérablement les visées des frères musulmans en premier lieu. Leur discours, leur propagande, notamment contre le nationalisme et les milieux de la gauche palestinienne, devenaient beaucoup plus audibles. Le projet islamique était, selon eux, le seul qui pouvait permettre de libérer la Palestine et de détruire Israël, un projet qu'ils n'ont jamais écarté. Dès qu'il fut coopté officiellement pour diriger la branche gazaoui des frères musulmans, Ahmed Yassine, âgé alors de 32 ans, se distingue par un sens aigu de l'organisation et il s'est entouré de visages inconnus jusque-là qu'il avait lui-même formés à l'école de pensée des frères et a lancé ainsi une grande campagne de recrutement en faveur de la cause islamiste. Simultanément, il se déplaçait entre la Cisjordanie et l'étranger pour collecter des fonds et rencontrer les différentes branches des frères musulmans. À partir de là, la construction du Hamas, une vingtaine d'années plus tard, allait obéir à une stratégie qui repose sur l'investissement dans le temps long et qui s'articule autour de 3 phases essentielles: la construction de 3 édifices distincts mais complémentaires, l'idéologique, le politique et le militaire. De plus, le Cheikh Yassine a misé sur la principale ressource palestinienne, sa jeunesse. Il deviendra ainsi le père spirituel d'une partie d'entre elles, d'abord à Gaza, ensuite dans le reste des territoires palestiniens. Le Cheikh Yassine pouvait dès lors poursuivre son chemin sereinement, si j'ose dire, avec comme objectif avoué la destruction de l'État d'Israël. Il ne s'en est jamais caché. En 2004, l'armée israélienne, après plusieurs arrestations et autant de libérations, décide de le liquider physiquement, mais c'était déjà trop tard. Je vous demande, au-delà du parcours d'Ahmed Yassine, de vous concentrer et de comprendre sa stratégie. D'abord, le temps long, ensuite, dans l'ordre, cette construction des édifices idéologiques, politiques et enfin militaires. Vous avez là le résumé, en vérité, de toute la stratégie islamiste partout à travers le monde. Si vous le comprenez,
vous comprendrez le fonctionnement de cette idéologie totalitaire qui nous menace tous. Voilà pourquoi j'ai voulu partager avec vous cette biographie du Cheikh Ahmed Yassine, fondateur du Hamas. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt.